Donc bonjour à tous, ravie d'être ici aujourd'hui et de vous parler de consommation d'alcool et des effets de la consommation d'alcool sur la santé neurocognitive. Et je vais vous présenter une étude qui a été réalisée dans le cadre de la thèse de Célia Soucy, qui a terminé sa thèse le mois dernier et qui a donc travaillé sur cette thématique. L'alcool est consommé quasiment partout dans le monde et notamment et de manière assez importante en Europe et tout particulièrement en France où il y a près de 40% de personnes qui consomment de l'alcool toutes les semaines et près de 8% qui en consomment de manière quotidienne. Et ces consommations quotidiennes concernent tout particulièrement les seniors, les sujets âgés, puisque comme vous voyez dans le graphique en bas à droite, ce sont les sujets âgés qui ont le plus de jours de consommation dans l'année. Même si au final, par jour de consommation, ils consomment moins que les autres, ce sont vraiment ceux qui consomment le plus de manière quotidienne. Et ces consommations d'alcool, c'est un facteur de risque. C'est la deuxième cause de mortalité évitable. Elle est directement associée, cette consommation, à 60 maladies et indirectement à plus de 200 autres. Et en France, ça représente 49 000 morts par an, l'alcool. Et c'est la première cause d'hospitalisation. Donc tout le monde est concerné. Et les sujets âgés, les seniors, sont particulièrement vulnérables aux effets des consommations d'alcool parce qu'en fait, leur métabolisme est diminué et il y a aussi une diminution du volume de distribution d'alcool. Donc, pour les mêmes quantités, les effets vont être plus importants. Et ces consommations d'alcool vont donc être associées à des risques, par exemple d'interaction médicamenteuse, de chute, mais aussi des risques au niveau de leur santé neurocognitive. Donc les effets des consommations excessives d'alcool sur la santé neurocognitive, ils sont bien connus, avec un déclin cognitif accéléré, une perte d'intégrité cérébrale, un vieillissement accéléré, une augmentation du risque de troubles neurocognitifs majeurs et notamment de maladies d'Alzheimer. Par contre, les effets des consommations légères à modérées, eh bien, dans la littérature, c'est beaucoup moins consensuel, puisqu'on se retrouve avec une partie de la littérature qui montre, c'est la courbe, la droite orange, une relation linéaire entre plus on consomme, plus on a de risques d'un point de vue neurocognitif, et d'autres études qui sont encore publiées récemment, tous les ans, plutôt en faveur de la courbe en vert, qui suggérerait en effet neuroprotecteur d'une consommation légère à modérée d'alcool. Cette fameuse courbe en U ou ici en J qu'on connaît bien quand on s'occupe des effets des consommations d'alcool. Donc il y a quand même un certain nombre de travaux qui montrent que ces études allant dans le sens de cette courbe en J sont généralement associées à des biais méthodologiques, comme un biais de survie, des particularités du groupe abstinent, ou en fait l'absence de prise en compte d'un certain nombre de variables comme la santé des sujets, des facteurs socio-économiques, de style de vie ou de réserve cognitive. Donc, dans ce contexte, la France est un des seuls pays au monde, en fait, il en existe deux à notre connaissance, qui a proposé des recommandations de consommation d'alcool à moindre risque pour les sujets de plus de 65 ans. Donc, des recommandations spécifiques qui sont malheureusement peu connues. Donc, je vais rester quelques secondes sur cette diapositive pour que vous ayez bien le temps de les noter. Donc, en fait, il est conseillé, et maintenant c'est disponible sur le site amélie.fr depuis. Puis, il est recommandé pour des sujets de plus de 65 ans de ne pas excéder 7 verres d'alcool par semaine et 2 verres par occasion, en sachant que dans notre domaine, quand on parle de verres, c'est vraiment un verre standard. Les verres à la maison sont en général un peu généreux. Et ça correspond globalement à 10 grammes d'alcool pur. Donc en bar, si vous prenez un verre de vin, un whisky, une pression ou un verre de muscat, vous aurez la même quantité d'éthanol. Alors, notre étude, elle visait à déterminer si des marqueurs de santé neurocognitive diffèrent entre des adultes âgés cognitivement sains selon leur consommation d'alcool. Donc, pour réaliser cette étude, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser les données recueillies dans l'étude AgeWell, qui a été menée dans le laboratoire neuroprésage par le groupe de Gaël. Et donc, nous avons inclus 133 sujets âgés sains de plus de 65 ans, donc sans troubles cognitifs. Et nous avons examiné leur consommation d'alcool sur la base des recommandations que je viens de vous présenter. Et nous avons donc fait deux groupes.
Un groupe de 94 sujets âgés sains dits à moindre risque, qui donc respectaient les recommandations de Santé publique France pour les sujets âgés de plus de 65 ans, et un groupe de 39 sujets âgés considérés à plus haut risque qui ne les respectaient pas. Nous avons ensuite comparé ces deux groupes sur un certain nombre de variables démographiques, psychologiques, comme l'anxiété et la dépression. Concernant le facteur de risque APOE4, le style de vie avec le statut fumeur, la réserve cognitive avec le questionnaire et le Q, les traitements médicamenteux, évidemment, c'était la base des consommations d'alcool. Sur le fonctionnement cognitif, en réalisant 4 scores composites, et puis les sujets dans cette étude avaient bénéficié de différents examens d'imagerie, et nous avons utilisé l'IRM structurel et la TEP amyloïde. Donc, tout d'abord, concernant les variables démographiques, on peut voir que les sujets ne diffèrent pas d'un point de vue de l'âge, du sexe ou du niveau d'éducation. Concernant les consommations d'alcool, comme attendu, les sujets ne respectant pas à plus haut risque présentaient des consommations d'alcool supérieures, mais qui restent toutefois, et gardez-le en tête quand on regardera les résultats, qui restent toutefois assez raisonnables, c'est-à-dire qu'on est très très loin de consommateurs excessifs ou de sujets présentant un trouble de l'usage d'alcool. Concernant les autres facteurs, et notamment le statut APOE4, il était plus présent chez les sujets à moindre risque, et il y avait plus de fumeurs chez les sujets avec une consommation d'alcool à plus haut risque. Sur les autres facteurs, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Donc nous avons refait, je ne vous présenterai pas ces données, nous avons fait l'intégralité des analyses avec et sans ces covariables pour lesquelles les deux groupes différaient, il n'y avait pas de différence dans nos résultats. Alors, premier résultat concernant la cognition, aucune différence significative, que ce soit pour notre score composite de mémoire épisodique, de fonction exécutive ou d'attention et de vitesse de traitement entre les deux groupes. Donc, aucune différence cognitive significative entre les deux groupes. Concernant les résultats sur la charge amyloïde, nous avons utilisé à la fois la valeur centiloïde qui donne une valeur globale de la charge amyloïde et une analyse un peu plus précise, voxel par voxel, de l'ensemble du cerveau. Et nous avons trouvé que chez ces sujets sains, mais ne respectant pas les recommandations de consommation d'alcool, la charge amyloïde était plus importante que chez les sujets âgés sains respectant les recommandations d'alcool. Et ceci tout particulièrement dans des régions comme le cortex frontal, le cortex pariétal ou l'insula. Concernant l'anatomie, la structure cérébrale, nous avons montré également des différences entre les deux groupes, avec des sujets âgés à consommation, avec des consommations à risque, qui présentaient des volumes inférieurs de substances grises et de substances blanches. Mais seules les atteintes de substances blanches dans ce groupe survivaient à une correction un petit peu plus stricte, avec notamment des volumes inférieurs dans les faisceaux longitudinaux inférieurs et fronto-occipitaux et dans le corps calleux. Et pour cette substance blanche, nous avons trouvé une relation linéaire entre le nombre, entre la quantité d'alcool consommée et le volume des atteintes. Alors, malgré l'absence de différence entre les deux groupes de sujets âgés sains, nous avons trouvé une charge amyloïde plus importante dans le groupe à plus haut risque, suggérant donc un risque accru de maladie d'Alzheimer chez ces sujets. Alors, c'est ce qui peut paraître un peu discordant entre l'absence de troubles cognitifs ou de performance inférieure et la charge amyloïde, en fait, ça peut s'expliquer par le fait que les plaques amyloïdes mettent des décennies dans la maladie d'Alzheimer à se développer et apparaissent bien avant l'observation de troubles cognitifs. Et ces liens entre consommation d'alcool, même modérée, et risque accru de démence, ils ont été observés, que ce soit dans des études cliniques ou précliniques. Et une des hypothèses de la littérature, c'est que avec l'âge, il y aurait une vulnérabilité notamment du microbiote à l'alcool, ce qui entraînerait un phénomène inflammatoire, ce qui entraînerait une augmentation de ces atteintes. Alors, concernant le volume cérébral qui est moins important dans le groupe à plus haut risque, et notamment l'effet dose concernant la substance blanche, c'est assez bien connu dans le domaine qui est le mien, du trouble de l'usage d'alcool, de la vulnérabilité de la substance blanche aux effets de l'alcool. C'est des résultats qu'on retrouve très régulièrement dans le trouble de l'usage d'alcool, avec aussi en population générale des associations qui ont été trouvées entre consommation et substance blanche, avec une hypothèse cette fois plus autour d'un rôle du stress oxydatif,
potentiellement aussi qui passerait par des mécanismes inflammatoires. Donc, un résultat qui, je pense, a un impact potentiellement fort, puisqu'il montre vraiment des liens entre consommation d'alcool et vieillissement cognitif, chez des sujets cognitivement sains, chez des sujets qui ne sont pas dans des consommations dites excessives ou un trouble de l'usage d'alcool. Donc, un message, je pense, de santé publique fort, hein, qui incite à, et c'est ce que je fais aujourd'hui, informer et sensibiliser à la fois la population générale et les personnes âgées, mais aussi les professionnels de santé. Voilà, je vous remercie. Ça marche pas. Si, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Agnès, pour la présentation. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez avoir le micro. Pour information, on ne l'a pas dit au départ, les PowerPoint seront disponibles en téléchargement sur le site du Gérontopole. Donc, vous aurez accès à toutes ces infos. Je vais commencer. Merci beaucoup, Annelise. Je me demandais s'il y avait des études qui évaluaient des différences entre le type d'alcool qui est ingéré. Alors, il y a des études qui sont commanditées par les alcooliers. Donc, les brasseurs voudraient qu'on regarde l'effet bénéfique de la bière. Dans la région bordelaise, ils voudraient qu'on regarde les effets potentiellement bénéfiques de la consommation de vin rouge. Donc, hormis ces choses un peu anecdotiques, non, il n'y a pas vraiment de travaux dans ce sens. Par contre, dans notre nouvelle étude, celle qu'on est en train de commencer, c'est quelque chose qu'on a envie de collecter quand même. C'est un petit peu compliqué, mais on a quand même envie de collecter cette variable pour pouvoir répondre à ces questions qui reviennent quand même régulièrement, en sachant que le principe de base, c'est quand même ce que nous, on regarde, c'est quand même la neurotoxicité de l'éthanol. Alors, éventuellement associé à d'autres molécules qui auraient peut-être des bienfaits, mais qui ne vont absolument pas compenser la neurotoxicité de l'éthanol, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'unité d'alcool, parce que peu importe le type d'alcool, c'est vraiment l'éthanol pur qui nous intéresse là. Est-ce qu'on peut penser que si cet éthanol pur arrive de plus concentré, donc par exemple un verre de whisky, ce soit peut-être quand même différent d'un verre de bière c'est la même dose d'éthanol du coup, mais en termes de concentration, c'est un choc éthanolique. Oui, oui. Alors là, on renvoie plutôt aux travaux sur le binge drinking, c'est-à-dire la vitesse de consommation. Mais c'est hyper intéressant aussi. Aux États-Unis, il y a une étude qui a montré qu'il y a 10% des sujets âgés de plus de 65 ans qui binge. Donc, ils prennent. Alors, il y a plein de définitions du binge, mais globalement, c'est qu'ils boivent beaucoup en peu de temps. Alors, ça, beaucoup, hein. Mais donc, je pense que ça aussi, dans notre nouvelle étude, c'est quelque chose qu'on va chercher à identifier. C'est pas simple non plus. Et puis, on se pose la question de à quel moment c'est important, en fait. Tu as montré Livingstone tout à l'heure. Donc, dans notre nouvelle étude, on va essayer d'identifier ou d'évaluer les consommations d'alcool aux différents âges de la vie. Mais quand on a 70 ans, eh bien, en fait, on va reprendre 10 ans par 10 ans. Mais on voit toute la difficulté, hein, c'est du rétrospectif, c'est basé sur des capacités. Voilà. Mais en tout cas, on essaie d'affiner les choses. Nous, on commence hein, dans mon groupe de recherche à travailler sur le vieillissement. C'est quelque chose qu'on fait depuis 3-4 ans, c'est nouveau. Mais on est face à ces difficultés-là, qui sont comment retracer l'histoire d'alcoolisation, comme on dit, quand on a 70 ans, depuis le premier verre à 12 ans, quoi. Mais c'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, manifestement. Tu sais que je ne suis pas très loin, mon bureau n'est pas très loin du tien, tu peux aussi venir me voir. Mais les questions et les réponses intéressent. Tu vas... Oui, merci pour la présentation. Est-ce que l'âge de début de consommation d'alcool a de l'importance, quelle que soit la quantité derrière, mais... Alors, il y a une diapo que je n'ai pas mis là, mais que je mets souvent, c'est toutes les hypothèses qui ont été faites par rapport aux différentes variables qui pourraient impacter. L'âge du premier verre, l'âge de début du mésusage, la durée du mésusage. En fait, on a autant le type de consommation d'alcool, la vitesse de consommation. En fait, toutes ces variables-là, elles ont été considérées dans la littérature et actuellement, il n'y a absolument rien de consensuel.
On est plutôt dans des cas de figure où on a 2 patients. Là aussi, j'ai une diapo que je mets d'habitude, mais là, ce n'était pas trop le sujet, où on a 2 patients, parce que d'habitude, moi, je travaille plutôt chez des patients qui ont un trouble de l'usage, dits dépendants, qui ont un même âge, un même score audit, qui est l'outil qu'on utilise classiquement, et qui sont tous alcooliques depuis 20-30 ans. Et on voit des atteintes cérébrales très, très sévères, et d'autres où il n'y a quasiment rien. Et actuellement, la science, en fait, les travaux de la recherche ne nous permettent pas de comprendre pourquoi Monsieur X va avoir un cerveau hyper abîmé, alors que Monsieur Y, il a un cerveau où, là, à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose, mais peut-être c'est son foie à lui qui est très abîmé. Actuellement, on ne sait pas, en fait, clairement. Donc, l'âge de début, c'est une des variables, mais je ne peux pas dire que ce soit consensuel pour dire que c'est celle qui compte, en fait. Pas d'autres questions? Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, Géraldine va nous parler de lien entre les troubles du sommeil et maladie Alzheimer. Donc, je rappelle que Géraldine Roche est directeur de recherche INSERM dans l'équipe Neuroprésage. Merci beaucoup. Donc, en effet, je vais vous parler de sommeil. Alors, je suis allée dans le mauvais sens, évidemment. Hop. Donc, vous savez que les problèmes de sommeil, c'est quelque chose qui est très fréquent au cours du vieillissement. C'est à peu près une personne de plus de 60 ans sur 2 qui se plaint d'un sommeil de mauvaise qualité. Cette plainte, elle est plus fréquente chez les femmes et elle se traduit principalement par des difficultés à s'endormir, des difficultés aussi à maintenir un sommeil nocturne sans se réveiller, un réveil matinal précoce et la sensation que le sommeil n'est plus aussi récupérateur qu'avant. Et puis, plus on va avancer en âge, plus on va avoir aussi une somnolence au cours de la journée qui peut être en partie compensée par des siestes. Chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, les troubles du sommeil sont aussi très fréquents et peuvent concerner jusqu'à 60% des patients, mais les chiffres varient beaucoup d'une étude à l'autre. Et ces troubles du sommeil, ils vont être associés à des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, un risque important de chute aussi, un épuisement de les dents. Et ce sont souvent en fait ces troubles du sommeil qui vont être déclencheurs en fait de la prise de décision de placer un proche en institution. Alors, vous avez ici une représentation qu'on appelle un hypnogramme qui retrace en fait le décours d'une nuit de sommeil chez un jeune adulte avec donc les 3 phases de sommeil lent, le stade N1, N2, N3 et puis le sommeil paradoxal. Donc là, on voit que les stades de sommeil s'enchaînent de manière très harmonieuse. Et puis, ce qui va se passer au cours du vieillissement, c'est que le sommeil il va être fragmenté, il va être entrecoupé de périodes d'éveil qui vont être plus ou moins nombreuses et plus ou moins longues. Et puis, on va avoir aussi une réduction du sommeil lent profond, qui est un stade de sommeil qui est très récupérateur sur le plan physique, mais qui est aussi très important pour la mémorisation, par exemple. Et chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, eh bien, on va avoir une exacerbation des modifications du sommeil qu'on a au cours du vieillissement, et donc avec encore une réduction plus importante du sommeil lent profond, cette fragmentation qui est plus importante. Et puis, on va avoir aussi une réduction du sommeil paradoxal, qui est plutôt spécifique de la maladie d'Alzheimer. Alors, les troubles du sommeil, ils sont dus notamment à l'apparition de lésions dans des régions qui vont contrôler les rythmes de sommeil. Donc, les lésions sont les plaques amyloïdes et puis les dégénérescences neurofibrillaires. Mais depuis quelques années, en fait, il y a un certain nombre d'études qui suggèrent que les troubles du sommeil pourraient aussi être un facteur de risque de développer la maladie et contribueraient en fait à l'apparition de ces lésions. Et donc aujourd'hui, on va parler de la durée de sommeil, des symptômes d'insomnie, des apnées du sommeil et de la sieste. Alors, pour illustrer les travaux qui ont été menés sur la durée de sommeil, je vais parler de cette étude qui a été faite sur une grosse cohorte britannique, la UK Biobank. Et en fait, ils ont suivi des participants pendant plusieurs années et ils leur ont demandé en fait leur durée de sommeil à 50 ans, 60 ans et 70 ans. Donc, ça permet d'avoir une cartographie des durées de sommeil aux différents âges, mais ça permet surtout de faire des trajectoires de sommeil et de voir les personnes qui ont eu une durée de sommeil qui est considérée comme normale. On va considérer que 7 heures, c'est la norme. Donc voilà, depuis l'âge de 50 ans jusqu'à 70 ans, globalement, ils dorment 7 heures. Et puis après, on va voir tous les profils possibles. Des gens qui dorment beaucoup, plus de 8 heures par nuit depuis toujours. Des gens qui dorment peu, 6 heures par nuit. Et puis tous ceux qui vont évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que les personnes qui ont une durée courte de sommeil persistante, donc c'est les gens qui sont en orange ici, eh bien, ils ont un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer au cours de la période de suivi.
Et puis, il y a aussi une tendance pour les personnes qui ont une durée de sommeil longue, persistante sur la période de suivi. Alors là, c'est qu'une tendance parce que les gens qui dorment plus que 8 heures dans cette étude par nuit, finalement, au cours du vieillissement, on a relativement peu. Donc ça, c'est une étude épidémiologique. Et puis maintenant, on a des études qu'on peut faire en imagerie avec des traceurs qui permettent de voir du vivant de la personne les plaques amyloïdes. Et donc, dans cette étude, ils ont pris un groupe de sujets de plus de 70 ans et ils ont demandé au cours du mois dernier, pouvez-vous me dire combien de temps vous avez dormi en moyenne? Et donc là, vous avez les individus qui ont dormi plus de 7 heures par nuit, entre 6 et 7, et ceux qui ont dormi moins de 6 heures. Et ce qu'ils ont vu, en fait, c'est que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit vont avoir plus de plaques amyloïdes, notamment dans le cortex frontal et dans le cortex singulaire postérieur et le précuneus, qui sont des régions touchées très précocement par la maladie d'Alzheimer. Donc, ça va pas du tout. Ça confirme le résultat des études épidémiologiques. Mais par contre, ça n'a pas été répliqué par plusieurs études, notamment une étude qu'on a faite avec Pierre Branger au CHU à Caen, et puis une étude d'une collègue de Montpellier qui a utilisé exactement la même méthodologie. Donc, si bien que la relation entre la durée de sommeil et le risque de maladie d'Alzheimer, elle n'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération, notamment est-ce que votre durée de sommeil est en adéquation avec vos besoins? Est-ce que vous dormez au moment où il faut dormir normalement? Et est-ce que vous avez aussi une régularité dans vos rythmes de sommeil? Alors, maintenant, on va passer aux symptômes d'insomnie. Donc, il y a beaucoup de travaux en fait, qui s'intéressent à l'insomnie. Donc là, on ne parle pas forcément d'une insomnie au sens clinique du terme, mais à la présence de symptômes d'insomnie. Donc, difficulté d'endormissement, difficulté à rester endormi au cours de la nuit et réveil matinal précoce. Et donc, dans cette première étude qui a été menée au Canada sur plus de 26 000 participants suivis sur 3 ans, eh bien, on voit que les symptômes d'insomnie sont associés à un risque de déclin cognitif plus important. Mais il y a cette autre étude donc, qui a proposé un suivi alors chez moins de participants, mais sur une durée plus longue, sur 11 ans, et qui montre qu'il n'y a pas d'association entre les symptômes d'insomnie et le risque de développer une démence. Donc, c'est compliqué d'arriver à partir de ces données, de donner un message clair en termes de prévention. Nous, donc, toujours avec Pierre Branger au CHU de Caen, dans le cadre de l'étude IMAP qu'on avait menée dans l'équipe, on a trouvé en tout cas que les personnes qui se plaignent de difficultés récurrentes à s'endormir, donc là, elles étaient interrogées sur le temps qui était nécessaire pour trouver le sommeil au cours des 5 dernières années, donc une valeur moyenne. Eh bien, plus ces personnes se plaignaient de difficultés à s'endormir, plus elles avaient aussi des plaques amyloïdes dans le cortex préfrontal. Un autre trouble du sommeil qui est très fréquent chez le sujet âgé, ce sont les apnées du sommeil. Donc, les apnées, ce sont des pauses respiratoires qui vont être associées à une désaturation. Donc, ces pauses respiratoires, elles doivent durer au minimum 10 secondes. Et en fait, c'est quelque chose qui est très fréquent chez le sujet âgé, mais on souffre encore en fait d'un stéréotype que c'est une pathologie qui touche principalement les hommes en surpoids et sédentaires. Et bien sûr, le surpoids, l'obésité, le fait d'être un homme et d'être hypertendu, ce sont des facteurs de risque, mais ça touche vraiment toute la population. Selon les études, vous voyez que la prévalence est entre 30 et 80% des personnes âgées, donc la fourchette est vraiment très très large, selon le critère qu'on va utiliser aussi pour détecter les apnées. Et il y a une association assez forte entre apnée du sommeil et maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a plusieurs travaux qui ont montré que la présence d'apnée du sommeil est associée à un déclin cognitif plus rapide, mais aussi à un risque de conversion de troubles cognitifs légers à troubles cognitifs majeurs. Et donc, dans le laboratoire, donc là, dans l'étude Edgewell qu'Annelise a présentée rapidement tout à l'heure, nous avons réalisé des enregistrements de sommeil chez 135 sujets âgés. Et en fait, on a découvert chez une grande majorité d'entre eux des apnées du sommeil à des degrés de sévérité variables. Il y avait 96 participants qui avaient des apnées modérées à sévères, donc qui potentiellement nécessitaient un traitement. Et donc, on a voulu voir en fait l'impact de ces apnées du sommeil sur leur cerveau. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens qui font des apnées modérées à sévères par rapport à ceux qui n'en font pas ou peu, eh bien, vont avoir une hypertrophie, une hyperperfusion, un hypermétabolisme et plus de plaques amyloïdes. Et toutes ces modifications, en fait, elles sont situées dans une même région du cerveau, qui est le cortex singulaire postérieur et le précuneus, donc qui est touché très précocement dans la maladie. Et donc, l'hypothèse, je ne sais plus si je l'écris après, oui, c'est que, en fait, les apnées, au tout début, créent une réaction inflammatoire
Et cette réaction inflammatoire induirait l'accumulation des plaques amyloïdes. Alors, c'est vraiment important de souligner ce résultat parce qu'on sait que pour les apnées du sommeil, il y a un traitement, plusieurs traitements, mais en tout cas un qui est particulièrement efficace, qui est la ventilation par pression positive continue. Et puis, pour terminer, je voulais vous parler aussi des siestes parce qu'on a tendance à dire que la sieste est quelque chose vraiment de bénéfique voilà, pour récupérer, pour recharger les batteries, mais ça peut aussi être le signe d'un dysfonctionnement de l'horloge biologique. Donc, en fait, cette étude-là a été réalisée l'an dernier donc, chez une population de sujets âgés avec ou sans troubles cognitifs. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que plus on avance en âge, plus la durée et la fréquence des siestes va augmenter. Et chez les patients qui ont des troubles cognitifs, eh c'est pareil. L'augmentation de la durée des siestes, elle survient de manière très précoce dans l'évolution de la maladie. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est que les siestes longues, donc qui vont durer, dans leur exemple, c'était plus d'une heure, et puis les siestes fréquentes et non planifiées. La sieste planifiée, c'est la sieste qu'on va faire après le déjeuner, en tout début d'après-midi. Eh bien, si vous faites des siestes longues, fréquentes et non planifiées, vous augmentez significativement vos risques de développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, là aussi, on parle de lien bidirectionnel entre voilà, la sieste et le risque de maladie d'Alzheimer, parce que la sieste, elle peut servir à compenser en fait un sommeil nocturne qui n'est pas de bonne qualité, parce que justement, on a des lésions dans les régions qui contrôlent le sommeil, mais elle peut être aussi un facteur de risque de développer la maladie et le signe qu'on a, un dérèglement dans notre horloge biologique. Et donc aujourd'hui, on fait l'hypothèse en fait qu'il y a des liens bidirectionnels entre la qualité du sommeil et le risque de maladie d'Alzheimer. Donc quand on vieillit, le sommeil est plus fragmenté. Donc si on reste éveillé au cours de la nuit, on va avoir une activité neuronale importante qui va contribuer à produire ces protéines toxiques qui s'accumulent et donc qui vont augmenter notre risque de maladie d'Alzheimer. Et puis, ils vont se surajouter, ces protéines toxiques, elles vont s'accumuler dans des régions cérébrales qui contrôlent le sommeil et donc contribuer encore plus à dégrader la qualité de notre sommeil. Et puis, il y a d'autres pathologies, donc comme les apnées du sommeil, qui vont directement fragmenter le sommeil, mais aussi agir en augmentant notre risque de maladie d'Alzheimer par d'autres mécanismes comme l'hypoxie, le stress oxydatif, etc. Et puis, certains changements dans notre mode de vie, notamment le fait qu'on soit moins exposé à la lumière, qu'on ait moins d'activité, moins de stimulation, vont augmenter notre risque et aussi contribuer à altérer la qualité de notre sommeil. Donc, pour conclure, donc, les troubles du sommeil sont à la fois un symptôme précoce de la maladie d'Alzheimer et un facteur de risque. Il y a plusieurs aspects du sommeil qui sont pertinents, mais qui nécessitent d'être explorés plus en profondeur. Donc, la durée de sommeil, les symptômes d'insomnie, les apnées du sommeil non traitées et les siestes. Mais il y a aussi d'autres facteurs que je ne peux pas vous détailler aujourd'hui, comme la diminution du sommeil lent profond et la diminution du sommeil paradoxal. Et puis, je voulais terminer sur une note plus positive en vous disant que les troubles du sommeil ne sont pas une fatalité, qu'il y a plein de méthodes en fait, qui permettent d'améliorer le sommeil et qui ne sont pas forcément des méthodes pharmacologiques. Et puis, on avait mené une étude dans le laboratoire qui a montré aussi que l'impact des troubles du sommeil sur la mémoire, notamment, était modulé par notre réserve cognitive. C'est-à-dire que les gens qui ont un mode de vie où ils ont beaucoup de stimulation, voilà, qui font beaucoup de choses, finalement, ils résistent mieux à l'impact des troubles du sommeil sur le fonctionnement cognitif. Et on est en train d'explorer ça aussi sur le cerveau. Donc, vraiment, le message qu'il faut retenir, c'est que le sommeil, c'est un de nos meilleurs alliés pour bien vieillir. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette présentation qui était très claire. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport aux médicaments, notamment la mélatonine. Est-ce que c'est efficace justement dans ces troubles du sommeil en lien avec les troubles neurocognitifs ou est-ce qu'il y a de la littérature par rapport à ça ou finalement il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser chez cette population? Peu de littérature sur la mélatonine qui est plutôt positive, en tout cas qui montre des effets. Ce qui marche encore mieux, c'est quand on peut combiner la mélatonine avec la luminothérapie.
voilà, à pouvoir proposer aussi une exposition à la lumière, si possible, du jour. Ça marche encore mieux. Donc, il y a eu des études qui ont été faites justement dans des institutions où voilà, il y avait différents programmes qui étaient proposés, juste mélatonine plus luminothérapie, et puis d'autres dispositifs avec les salles de déambulation, par exemple, pour les gens qui avaient des insomnies. Et ce qui marche le mieux, en tout cas, c'est mélatonine plus luminothérapie. Petite question aussi. J'avais une question sur le type de fonction cognitive qui était liée au sommeil. On entend souvent que c'est la mémoire qui est particulièrement liée à la qualité ou à la quantité de sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui sont altérées ou liées? Oui, alors c'est juste que la mémoire est très liée au sommeil, mais en fait, dans les travaux qu'on fait, ce qui ressort en premier, c'est souvent les fonctions exécutives, l'attention. Voilà, c'est là-dessus qu'on va avoir les effets les plus importants et les plus précoces. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas, moi j'en ai. Il y a un sujet qui a été aussi évité, je pense, dans la présentation, faute de temps, mais peut-être en quelques mots, le lien entre la consommation de benzodiazépines à visée hypnotique et d'apparenté, et le risque de maladie Alzheimer, qui est, à ma connaissance, en tout cas controversé dans la littérature. Oui, c'est quelque chose qui est très discuté parce que, bon, déjà, il n'y a pas énormément d'études là-dessus. Et en fait, alors, pour les médecins du sommeil, les benzodiazépines, en tout cas, ce n'est pas la solution miracle aux troubles du sommeil. Donc, en fait, quand c'est proposé, c'est aussi qu'il y a une insomnie qui est vraiment très gênante, qui a des répercussions sur le fonctionnement diurne. Et en fait, cette insomnie, elle représente aussi un facteur de risque potentiellement. Donc voilà, c'est le choix assez difficile de dire il y a une pathologie qui est un facteur de risque. Est-ce que je peux apporter un traitement qui permet de soulager cette insomnie? Par contre, peut-être que ce traitement-là aussi augmente le risque, mais les preuves sont pas si franches que ça, hein. Donc pour l'instant. Après, voilà, je pense que la solution dans ce cas-là, c'est de traiter l'insomnie avec d'autres méthodes comme les thérapies cognitivo-comportementales qui marchent très, très bien. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Géraldine, et on va accueillir... pardon, il y a encore une... Je cours. Et juste pour finir sur les benzos, c'est qu'en plus, chez les sujets âgés, c'est quand même pas le traitement de choix parce qu'il y a aussi le risque de chute le lendemain avec les effets résiduels. Donc, c'est pas à privilégier. Ouais. Oui. Bonjour, je me demandais s'il y avait des observations sur des sujets qui ont eu des professions en poste ou avec des cycles de sommeil décalés, si on observait des choses en particulier. Oui, alors il n'y a pas énormément d'études sur ces populations-là qui sont pourtant très intéressantes. Et en fait, pour l'instant, ce qui sort et qui est pas forcément ce qu'on attendait, c'est que les gens qui ont été capables de faire, par exemple, du travail de nuit toute leur carrière ou faire du travail en poste pendant de nombreuses années, finalement, en fait, ils ont un risque moins élevé de développer une démence. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, ces personnes qui ont été capables de faire ça pendant de nombreuses années sont des sujets supranormaux. Ils avaient en tout cas sûrement une génétique qui était très favorable pour résister à la privation de sommeil. Donc, ce n'est pas un sujet lambda. Un sujet lambda, il n'est pas fait en tout cas pour travailler de nuit, pas fait pour travailler en poste. Donc, ceux qui arrivent à le faire toute leur carrière, c'est que voilà, ils avaient un profil, on va dire, un petit peu atypique. Merci Géraldine. On va accueillir notre dernier intervenant pour la question des facteurs de risque. C'est le professeur Frédéric Roca qui nous vient de Rouen, qui est professeur de gériatrie à l'Université de Rouen. Merci Frédéric. Donc, il va nous parler de sa thématique de prédilection à l'hypertension artérielle et donc le lien avec les maladies neurodégénératives. Merci Cédric, merci pour l'invitation du Gérontopôle. Je vais en effet vous parler de facteurs de risque cardiovasculaire et d'un facteur de risque cardiovasculaire qui est l'hypertension artérielle et le lien avec les maladies neurodégénératives, et on va se concentrer plutôt sur la maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs. Alors, l'hypertension, c'est la première maladie, désolé, mais par rapport à la maladie d'Alzheimer, ça n'a rien à voir. C'est 17 millions de personnes touchées. Donc, c'est la première maladie en France et probablement dans le monde, avec un fardeau attribuable énorme, 56 000 décès, 380 000 hospitalisations. Et le message, c'est que finalement,
il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde qui ne sont pas très au courant, qui sont hypertendus. La moitié des patients ne sont pas au courant. Et quand ils sont au courant, ils ne prennent pas leur traitement. La moitié des patients ne prennent pas leur traitement. Et donc, on se retrouve avec une pathologie qu'on sait traiter, avec une pathologie fréquente, mais finalement qui est mal traitée. Et vous allez voir qu'il y a des conséquences, alors multiples, je ne vais pas revenir sur les conséquences cardiovasculaires, mais qu'il y a des conséquences aussi neurocognitives. Alors, si on doit différencier un peu l'hypertension artérielle, il y a deux aspects. Il y a l'HTA du sujet d'âge moyen, qui est lié à plein de mécanismes différents, l'activation du système rénine-angiotensine, la vasoconstriction périphérique, une hypersensibilité à la surcharge sodée. Et puis, il y a l'HTA du sujet âgé qui arrive plus tard et qui est lié à la rigidification du système artériel, lié à plein de mécanismes aussi, et qui va aboutir en fait à une amplification de l'onde de pression qui va avoir un impact sur l'ensemble des organes périphériques et un impact en fait de coup de pression permanent à chaque battement au niveau des organes périphériques, dont le cerveau. Alors, comment c'est caractérisé ça? Eh bien, en fait, dans l'HTA, notamment systolique, vous avez chez les patients âgés une augmentation de votre pression artérielle systolique, c'est le premier chiffre, et puis une stabilité, voire une diminution de la pression artérielle diastolique. Et donc un écart et cette pression pulsée qui augmente et qui va agresser le cerveau notamment. Donc ça, c'est un peu l'hypertension au sens général. Alors si on regarde les grands facteurs de risque de maladies neurocognitives et aussi d'accidents vasculaires cérébraux et aussi de dépression, finalement, il y en a un qui ressort, c'est la barre rose, les barres roses, c'est l'hypertension artérielle. Et notamment quand on est supérieur à 140 mm de mercure de systolique, eh bien, on a un surrisque de troubles neurocognitifs, AVC, etc. Quand on regarde un peu sur le long terme, en fait, et qu'on prend la pression artérielle systolique des sujets d'âge moyen, et j'insiste sur le d'âge moyen, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est l'exposition au long cours à l'hypertension qui va maximiser ce risque. Et donc, on s'aperçoit qu'au-delà de 125-130 mm de mercure d'exposition, eh bien, on majore son risque, c'est la courbe orange, le reste, c'est l'intervalle de confiance, on majore son risque finalement de troubles neurocognitifs. Et ça, plutôt chez les sujets d'âge moyen. La démonstration chez les sujets plus âgés, c'est plus compliqué parce qu'ils sont exposés peut-être moins longtemps et puis on a moins de recul sur l'évolution des troubles neurocognitifs. Donc ce qui est clair actuellement, et ça c'est une des études, mais il y en a plein, qui montrent que le surrisque, il est d'autant plus chez les patients qui ont une hypertension à l'âge de 40, 50, 60 ans. Alors pourquoi? Ça c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que l'hypertension va aboutir à un remodelage vasculaire, à une transformation des vaisseaux et avec différents mécanismes, et notamment ce qu'on appelle nous un remodelage hypertrophique, c'est-à-dire un épaississement de la paroi. En clair, la pression augmente et donc le tuyau doit être plus épais pour résister à la pression. Vision assez basique. Alors il y a d'autres remodelages qui sont un peu différents, je passe. Il y a une série de lésions qui vont apparaître, mais la principale, c'est la B, c'est-à-dire l'artériosclérose. Ça, c'est la rigidification du système artériel. Et surtout l'artériolosclérose, c'est-à-dire une hypertrophie de la paroi des tout petits vaisseaux, et notamment des tout petits vaisseaux du cerveau. Il y a d'autres lésions qui peuvent apparaître, qui sont liées aux facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez l'athérosclérose que vous connaissez bien, qui est plutôt au niveau des gros vaisseaux. Et puis, vous avez même de l'athérosclérose dans des petits vaisseaux. Et puis, vous avez d'autres lésions. Mais la principale, finalement, qui va apparaître avec l'hypertension, c'est l'artériolosclérose. Alors ça, c'est un schéma un peu compliqué. Et le but, ce n'est pas de comprendre tout ce schéma et de voir tout ce schéma. Il y a plein de choses qui relèvent de la recherche fondamentale. Mais ce qui est important, c'est que finalement, toutes ces lésions vasculaires et cette agression et cette hypoperfusion cérébrale, elle va aboutir à une chose, en fait. Elle va aboutir à une dysfonction de l'unité neurovasculaire. Elle va aboutir à une rupture de la barrière hémato-encéphalique, en tout cas une micro-rupture de la barrière hémato-encéphalique, et elle va aboutir à de la neuroinflammation au sens général. Tout ça, ça va jouer bien sûr sur les démences vasculaires, sur les maladies vasculaires cérébrales, mais aussi sur l'accumulation en fait de protéines A-bêta et de plaques A-bêta par défaut de clairance et par augmentation du peptide A-bêta. Et donc, ça vous explique le lien qui est fort entre l'hypertension artérielle et les maladies neurocognitives.
mais particulièrement aussi avec la maladie d'Alzheimer. Alors, si on regarde des séries autopsiques, je passe ce tableau qui est très lourd, mais finalement, si on regarde des séries autopsiques, donc on est allé voir les lésions vasculaires, on s'aperçoit que la principale, c'est vraiment cette artériolosclérose qui est associée à la fois au risque de démence, c'est ce que je vous disais, mais aussi au risque de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment une corrélation entre l'anatomopathologie, des lésions d'imagerie et puis cette maladie démentielle et plutôt d'Alzheimer. Alors, si on s'intéresse un peu plus à l'HTA du sujet âgé, je vous ai dit que le lien, plus on était jeune, plus on était hypertendu, plus il y avait un risque neurocognitif, mais il y a également chez les patients âgés un risque et qui est lié à la rigidification de ce système artériel. Alors, quand on reprend par exemple des grandes séries où on compare des patients avec des troubles neurocognitifs, on s'aperçoit que les patients qui ont une rigidité artérielle, alors la VOB, c'est la vitesse de l'onde de pression. Globalement, l'onde de pression va plus vite dans un tube rigide. Et donc, si vous tapez sur un rail et que vous écoutez à l'autre bout, si le rail est dur, globalement, vous avez une onde de pression qui se propage plus vite. C'est le principe des Indiens qui écoutaient le train dans les grandes plaines américaines. Donc, globalement, là, vous avez finalement des patients avec fonction cognitive normale. Ils ont une vitesse de l'onde de pression qui est plutôt élevée, mais pas très élevée. Et puis, plus on avance, c'est-à-dire chez les patients avec une atteinte cognitive intermédiaire, enfin légère plutôt, une maladie d'Alzheimer et une démence vasculaire, eh bien, il y a un risque, une rigidification du système artériel. Et si on regarde aussi chez des patients les plus rigides, eh bien, les patients qui ont une artère plus rigide, eh bien, ils vont décliner plus volontiers sur le plan cognitif. Donc, vous avez à la fois un surrisque de maladie cognitive et un surrisque de maladie accélérée. C'est ce que je vous montrais là, c'est ce principe d'hyperpression qui va être transmise au niveau de l'organe périphérique cerveau. C'est un peu le principe de la démence pugilistique. À force de vous prendre des coups dans la tête, eh bien, vous finissez par avoir cette neuroinflammation. Alors, comment on traite ça? C'est pas si compliqué que ça, il suffit de prendre ces médicaments. Alors, ça, c'est la version un peu simple. Ça a été assez long et vous voyez, c'est des études qui sont assez récentes en fait. Ça date de 2024-2025, où on a refait des grandes méta-analyses, des grands essais de l'hypertension artérielle avec un tropisme sur les fonctions cognitives. On a pris 5 grandes études, il en manque une que je vais vous présenter après, qui est encore plus récente. On a repris toutes les datas, on a tout analysé et on s'est aperçu que finalement, quand on traitait les patients, on a repris les datas individuelles des patients, ce qui n'était pas le cas des précédentes méta-analyses, eh bien, on arrivait à une diminution du risque de maladie cognitive au sens démence au sens large. Il n'y a pas toujours une individualisation de la maladie d'Alzheimer. La dernière étude dont je vous parlais, c'est l'étude SPRINT. Alors, l'étude SPRINT, c'était l'idée de soit vous traitez les patients avec un objectif à 140 mm de mercure, soit vous êtes encore plus agressif et vous visez 120 mm de mercure. Donc ça, c'est une grande étude de l'hypertension qui a touché des patients de plus de 50 ans, donc ce n'est pas que des gens âgés. Et globalement, on les traitait et on les suivait. Premier résultat de l'étude il y a 3 ou 4 ans, pas très significatif. Un peu déçu, mais en fait que 4 ans de suivi. Et ils ont continué cette étude, et ça, c'est les résultats plus récents finalement, où on continue sur 10 ans de suivi après randomisation. Donc, on a randomisé les patients entre un groupe traitement intensif, traitement léger. On les a suivis 2 ans dans cette phase d'essai. Ensuite, on a laissé les patients avec leur traitement. Et là, les courbes commencent à se séparer un petit peu. Et on a un effet significatif au bout de quelques années. Donc, il faut du temps avant que ce soit efficace. Mais en tout cas, le traitement intensif était plus efficace qu'un traitement standard, avec un objectif à 140 mm de mercure pour le traitement standard, c'est-à-dire ce qui est recommandé actuellement. Je ne vous parle pas des patients à 160, 170, 180 mm de mercure. Donc, des patients traités dans les deux groupes. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait des sous-analyses. Bien sûr, c'est des grandes études américaines. Et ils ont fait des sous-analyses. Ils n'ont pas trouvé d'association avec les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. La discussion, c'est probablement que c'est même encore un peu trop tôt. La deuxième chose, c'est qu'ils ont quand même trouvé des associations avec les lésions de la substance blanche. Et ils ont dit peut-être qu'il y a un intérêt des inhibiteurs calciques
dans le lot, puisque c'était un peu au choix des praticiens le type de traitement. Il pourrait y avoir l'intérêt des inhibiteurs calciques. Et puis, il y avait une réduction de lésions vasculaires des espaces périvasculaires, enfin de l'intensité des espaces périvasculaires. Ça pourrait avoir un intérêt physiopathologique. Donc, plutôt un grand bénéfice. Il y a une sous-analyse sur la rigidité artérielle. Et ce qui était assez intéressant dans cette étude-là, c'est que plus on traitait les gens et plus ils répondaient sur la rigidité artérielle, eh bien, c'est la courbe violette, c'est ceux qui évoluaient le moins vers des maladies neurocognitives. Donc, il y avait un effet à la fois de traiter l'hypertension, mais probablement un effet encore plus marqué pour les patients qui avaient eu un bénéfice sur leur rigidité artérielle. Et je voulais vous partager ce dernier travail sur le choix de la molécule. Actuellement, il n'y a pas de molécule préférée entre tous les médicaments de l'hypertension artérielle. Il y a les 5 piliers de l'hypertension artérielle, hein, bêta-bloquant, IECRA2, spironolactone, thiazidique, inhibiteur calcique. Ça, c'est les 5 piliers, c'est les recommandations, etc. Là, c'est un travail hyper élégant, une méta-analyse, on reprend tous les essais, et on n'a pas regardé par molécule, on n'a pas regardé par classe thérapeutique, on a regardé par médicament qui traverse la barrière hémato-encéphalique. Et là, extraordinaire, on trouve que finalement, les médicaments qui pénètrent la barrière hémato-encéphalique parmi des IEC et des calciques, c'est principalement des IEC, des calciques et des ARA2 qui ont été testés, eh bien, ces médicaments qui pénètrent la barrière hémato-encéphalique ont plus d'effet que les médicaments qui ne pénètrent pas la barrière hémato-encéphalique à classe équivalente. C'est 2 IEC, 2 ARA2, 2 calciques, enfin c'est des groupes. Mais finalement, là, la différence, elle vient sur la pharmacologie. Et donc ça ouvre la porte peut-être à des études un peu plus pharmacologiques du mécanisme de ces antihypertenseurs et de leur pharmacodistribution plutôt que juste une classe thérapeutique. Donc, en résumé, l'HTA traité tôt, ça peut permettre de réduire l'incidence des troubles neurocognitifs mineurs et majeurs, d'origine vasculaire, mais aussi de la maladie d'Alzheimer. Le problème actuel, c'est la méconnaissance du statut d'hypertendu et la mauvaise observance des traitements. Ce n'est pas les molécules disponibles et le nombre de molécules disponibles. Je ne vous ai pas passé la liste des médicaments du Vidal, il y en a 10 pages. Et le choix des molécules parmi les 5 piliers les plus bénéfiques, c'est encore assez incertain, mais probablement qu'il faut que ça joue sur la rigidité artérielle, probablement qu'il faut aller au-delà de la classe thérapeutique. Et donc, il y a un peu de champ pour la recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et mesurez votre pression artérielle plutôt en automesure actuellement et pas uniquement une mesure chez le médecin traitant parce que ça marche moins bien. Donc, les recommandations, c'est on se fait une automesure, on peut le faire assis 5 minutes. Voilà, pas quand on écoute un topo, mais après en rentrant chez vous sur 3 jours. Voilà. Merci Frédéric. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question un peu naïve, je suis pas soignant, je suis pas médecin. Donc, je sais mesurer une tension. Après, comment mesure-t-on la rigidité artérielle? Est-ce qu'il y a un examen possible? Alors, c'est l'examen dont je vous ai parlé très rapidement, mais c'est la vitesse de l'onde de pression. C'est pas si simple que ça de mesurer une vitesse d'onde de pression. Il y a de plus en plus d'outils maintenant qui sont disponibles, avec notamment des plétismographes au bout du doigt, etc. Sinon, le gold standard, c'est de mesurer, une onde de pression au niveau carotidien, au niveau fémoral, et puis de faire la distance entre les deux et de mesurer le temps que met l'onde à passer. Alors, ça se fait dans les laboratoires de pharmaco, dans les laboratoires de vasculaire. Ça s'étend de plus en plus. On a des outils cliniques un peu plus faciles maintenant. Le vrai problème, c'est qu'actuellement, à part ce papier-là qui est très récent, il y avait une étude précédente qui avait essayé d'évaluer ça, qui n'avait pas réussi à le montrer pour des raisons d'effectifs. Et donc, actuellement, ce n'est pas recommandé de faire en plus la rigidité artérielle par rapport au contrôle de pression. Peut-être dans les années à venir, mais c'est un marqueur qui est plus récent que la pression artérielle et qui met du temps quand même à être diffusé, évalué, et pour lequel le bénéfice, c'est vraiment ce surbénéfice qui doit être évalué parce que traiter l'hypertension, on sait. Après, est-ce que traiter juste la rigidité artérielle, ça marche? Ça, c'est une vraie question. Et il y avait des médicaments anti-rigidifiants, des dead stiffeners, et en fait, actuellement, ils ont été retirés du marché parce qu'ils étaient toxiques pour certains. Donc, on ne peut pas étudier que l'effet anti-rigidité. Une question par ici.
Merci beaucoup pour cette super présentation. Je me demandais un peu les risques entre les facteurs les liens pardon, entre les facteurs de risque présentés auparavant et l'hypertension artérielle, donc trouble du sommeil, trouble d'usage de l'alcool. Vous m'entendez pas, vraiment? Je parle fort en général. Globalement, en effet, il y a une association, on l'a vu pour les syndromes d'apnée du sommeil notamment. Alors, c'est toujours le problème de la causalité des choses. C'est souvent des profils de patients en plus assez proches. Hypertension et alcool, il y a aussi hypertension et régime alimentaire. On a vu qu'un des mécanismes de l'HTA, notamment de l'âge moyen, c'est le régime salé et la non-excrétion salée, en fait. Donc, c'est des défauts d'excrétion du sel. Donc, c'est des gens qui ont un profil favorisant l'hypertension artérielle, mais qui en plus ont parfois des régimes qui ne sont pas adaptés, hyper sodés. En Normandie, on en a pas mal. Je ne suis pas sûr que le Normand, d'ailleurs, à 109 ans, là, le régime normand soit le meilleur pour l'hypertension artérielle. Mais bon, on a discuté. Mais en tout cas, voilà, il y a des clairs liens entre à la fois syndrome d'apnée du sommeil, alcool, tabagisme, et les autres facteurs de risque cardiovasculaire, parce que je ne vous ai pas parlé du diabète, je ne vous ai pas parlé du cholestérol, etc., mais qui sont d'autres facteurs de risque qui jouent moins sur les phénomènes du système rénine-angiotensine, etc., qui jouent beaucoup sur la rigidification du système artériel, c'est le cas du diabète notamment, qui joue beaucoup sur l'athéromateuse, donc sur l'hypoperfusion cérébrale. Donc il y a plusieurs liens entre tous ces facteurs de risque. Après, à chaque fois qu'il y a des études qui sont faites sur l'HTA notamment, elles sont faites à facteurs de risque équivalents, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser, et sur des grandes cohortes, parce qu'il y a beaucoup de malades. C'est un des avantages. J'ai une dernière question. Non, vas-y Antoine, je te laisse la parole. La question très naïve. Je crois qu'il y a un lien entre hypoperfusion et possiblement de la démence. Est-ce que dans ce cas-là, on peut imaginer que garder une petite hypertension, ça peut avoir un effet protecteur? Ça, c'est vraiment pas sympa comme question. Non, alors, en fait, il y a un lien entre l'hypoperfusion, mais en fait, l'hypertension joue par ce phénomène d'artériosclérose sur une hypoperfusion locale, puisque c'est en fait l'hypertrophie des micro-vaisseaux va jouer sur cette hypoperfusion. Donc, premièrement, ça, c'est pas, c'est plutôt délétère au long cours, en fait. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, on se retrouve dans un système où, là, on est chez des gens plutôt jeunes. Il y a une vraie question sur l'hypotension chez les gens très âgés. Et il y a un papier, je ne vous l'ai pas présenté, qui est sorti très récemment sur les patients d'EHPAD notamment, sur lequel, quand on est en dessous de 130 mm de mercure, il peut être intéressant de décroître les antihypertenseurs pour restaurer un peu. En fait, l'hypotension est plutôt le signal d'un état de santé très dégradé, et le fait de réduire les antihypertenseurs n'a pas d'impact en fait sur l'état de santé. Ce n'est pas que c'est bénéfique, mais ça n'a pas d'impact. Donc actuellement, si on doit reparler de déprescription, on fera l'année prochaine, mais la déprescription des antihypertenseurs, c'est tout un sujet, mais plutôt dans le très grand âge, on va dire, et chez des patients dépendants, chez des patients avec des troubles neurocognitifs. Il y a un très beau papier qui est sorti là, il y a 2 semaines. Voilà. Du coup, j'ai une dernière question. Tu as présenté des données sur contrôle de la pression artérielle et apparition de troubles neurocognitifs. Est-ce qu'on a des données chez les patients qui ont des troubles neurocognitifs, chez qui on va faire attention à la pression artérielle et du coup, ça va être un des éléments de l'approche multidomaine. Est-ce qu'il y a des données sur le contrôle de la pression artérielle chez ces patients-là et la progression des troubles neurocognitifs? Alors, il y a des données moins puissantes en termes d'essais randomisés, etc. Mais il y a des données très observationnelles qui disent qu'il vaut mieux contrôler la pression artérielle pour éviter notamment le déclin cognitif et l'accélération du déclin cognitif. Pareil pour la rigidité artérielle, le contrôle, etc. Ça peut permettre de diminuer ce déclin cognitif. Après, là, les études qu'on a, c'est chez des gens indemnes initialement de troubles neurocognitifs, et c'est la conversion vers une UMCI ou un trouble neurocognitif. Mais en effet, le fait de contrôler la pression artérielle est bénéfique sur le déclin. Après, et c'est moins puissant en termes de... Voilà. Et il faut plus de temps souvent pour évaluer tout ça. Bien, merci beaucoup.